bah voilà, on a plus qu'une minute de retard sur le planning. Donc on va pouvoir passer à la vidéo suivante, qui est une conférence de David Elbaz et Alain Destex. Donc David Elbaz qui est astrophysicien au CEA, et Alain Destex qui est neurobiologiste, qui travaille à Neurospin à Paris-Saclay, qui vont nous parler des similarités entre l'univers de l'astrophysique et l'univers des neurones. Et donc restez attentifs parce qu'on m'a dit que dedans il y avait la musique des neurones. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je trouve que ça sonne super bien. Et de l'espace. Et de l'espace. Me souffle-t-on dans l'oreillette. C'est parti. Bonsoir, on continue la nuit du Big Bang au Big Bang et nous avons le grand plaisir d'accueillir deux collègues qui viennent d'organismes très prestigieux, le CNRS et le CEA, dans le périmètre Paris-Saclay. Je vous présente Alain, bonsoir Alain. Bonsoir. Et David, bonsoir David. Bonsoir. Et ils vont nous parler de choses dont ils vont nous donner la teneur et vous allez voir, c'est assez épatant et extraordinaire. Alain, je te laisse la parole. Merci. Donc vous allez entendre parler aujourd'hui de la part de David et de moi de sciences de l'univers et de neurosciences. Et en fait, l'histoire qu'on va vous raconter, qui est en fait une toute petite partie de toute l'histoire complète, cette histoire, elle est née lors d'une attente devant la porte de l'école, parce qu'il se fait qu'on a des enfants qui ont exactement le même âge. Et en attendant, on s'est rencontrés comme ça, David et moi. On a commencé à discuter chacun de son domaine. Et au fur et à mesure des discussions, on a été de plus en plus en profondeur dans chacune de nos sciences. Et de ça est née l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, et qui démarre en fait avec un certain nombre d'analogies entre le cerveau et l'univers. Oui, parce qu'Alain est neurobiologiste. Moi, je suis astrophysicien, donc on étudie des domaines complètement différents. Et pourtant, il y a un certain nombre d'analogies qui émergent assez rapidement quand on s'intéresse aux deux. Beaucoup de gens ont pensé à certaines de ces analogies, et d'autres qui sont plus subtiles. Et avant de vous parler de ces analogies, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la science ne s'est pas développée de manière totalement linéaire. Arthur Koestler, par exemple, disait que les chercheurs avançaient comme des somnambules, qui vont avancer dans une direction, puis dans une autre, etc. C'est pas quelque chose de purement logique que la construction de l'édifice scientifique. L'édifice scientifique lui-même est purement logique, une fois que la théorie a été complètement digérée, mais dans l'exploration de nouvelles contrées, on avance souvent par des méthodes qui s'appuient sur des analogies, plutôt que sur des processus logiques. Une des principales analogies qui ont donné naissance à la science moderne, par exemple, c'est celle qui a permis à Newton de dévoiler l'existence d'une loi universelle dans l'univers, la loi de la gravitation. L'analogie entre le fait que la Lune tourne autour de la Terre et une pomme qui tombe d'un arbre n'est pas du tout évidente. La Lune ne tombe pas, elle tourne. Mais si on y regarde de plus près, le mouvement naturel de la Lune, c'est d'avoir un mouvement linéaire. Et ce mouvement linéaire est contrebalancé par l'attraction de la Terre qui la fait tomber. Donc elle ne fait que faire des petits triangles, et elle tombe effectivement comme une pomme. Voir ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, et voir cette analogie qui montre qu'il y a la même chose entre la Lune et la pomme, ça a complètement bouleversé notre compréhension de l'univers. Einstein a fait une autre analogie. Si je suis dans un ascenseur ou dans une fusée qui monte et qui accélère, je ressens une pression du sol, je suis attiré vers le bas d'une manière totalement analogue à ce que je ressens ici en étant assis sur un canapé. Et il s'est dit, la gravitation est une manifestation du mouvement, de l'espace et du temps, et je peux formuler mathématiquement une théorie selon laquelle la relativité du mouvement va nous permettre de décrire une interaction
qu'est la gravitation. Donc c'est une analogie pertinente qui a donné naissance à la vision qu'on a aujourd'hui d'une autre façon de voir la gravitation. Il y a d'autres analogies qu'on connaît bien, comme l'hydraulique et l'électricité. Et il existe tout un tas d'analogies qui ont permis de faire avancer la science. Alors, quand on a commencé à discuter avec Alain de l'univers et du cerveau, on s'est d'abord amusé avec des analogies qu'on peut appeler de structurelles, qualifiées de structurelles. Et ensuite, on est passé à des analogies fonctionnelles, qui sont plus profondes, jusqu'à ce qu'on réalise que nos derniers travaux, sur lesquels on a fait des avancées dans nos domaines respectifs, présentent aussi des analogies troublantes. Alors, les analogies structurelles les plus évidentes, c'est par exemple le fait qu'on a environ 100 milliards de neurones dans notre cerveau, qu'il y a environ 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, qu'il y a environ 100 milliards de galaxies dans l'univers observable, et que lorsqu'on regarde ces galaxies, elles sont analogues à des cellules, aux neurones. Elles sont toutes interconnectées par des filaments analogues à ces axones et dendrites qui vont exciter et inhiber l'activité des neurones. Or, on s'est rendu compte récemment qu'une galaxie ne formait des étoiles, donc avait une activité de ce qu'on appelle de vie des galaxies, que parce qu'elle était nourrie en continu par cette connexion intergalactique, par ces filaments, ces espèces de fleuves cosmiques qui la nourrissent en permanence. Donc là, il y a une analogie qui est déjà un peu plus subtile et qui a été découverte très récemment. Quelque part, quelqu'un aurait pu dire « Ah, m'appuyant sur l'analogie des neurones et des galaxies, je prévois qu'il existe des filaments qui relient les galaxies, de même qu'il existe des axones et des dendrites. » Comme ça n'a pas été fait en amont, on ne peut pas dire qu'une prédiction a été faite, donc l'analogie n'a pas servi à faire avancer la science. Bon, ça, ce sont des analogies qui sont purement structurelles. J'en donnerai une autre avant de passer aux analogies fonctionnelles et donner la parole à Alain, qui est celle-ci un peu plus tirée par les cheveux, et pourtant assez pertinente. Si vous prenez une cellule, elle a en son noyau encodé dans l'ADN toute l'information de la cellule qui va par exemple servir à la division cellulaire, etc. Et quand on a parlé ensemble avec Alain, je me suis dit, tiens, dans une galaxie, est-ce qu'il y a la même chose? Et donc, au cœur d'une galaxie, dans le noyau d'une galaxie, il y a un trou noir supermassif. Alors on peut dire, ça c'est le noyau, d'accord, comme le noyau d'une cerise. Sauf que les dernières théories sur ce qui se passe à la surface d'un trou noir supermassif ont fait intervenir cet objet qui est un objet de la relativité d'Einstein, le trou noir, le fait que la frontière entre le trou noir et l'extérieur ne pouvait pas être définie de manière tout à fait précise, du fait de l'incertitude d'Heisenberg en mécanique quantique. Elle avait une petite épaisseur, puisqu'on ne peut pas la définir de façon absolument précise, comme une peau de l'orange avec sa granularité. Et sur cette peau du trou noir, avec sa granularité, serait inscrite toute l'information de tout ce qui est jamais tombé dans le trou noir. Et les calculs montrent que si on prend une galaxie, la plus grande quantité d'informations serait inscrite à la surface du trou noir. Et donc le noyau d'une galaxie contient plus d'informations que tout le reste, de manière analogue à la cellule. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une autre question, mais c'est déjà une analogie qui était née de... Enfin, on a réfléchi... L'idée de trouver le fait qu'il y a de l'information sur les trous noirs, c'est quelque chose qui a été fait en parallèle par ailleurs, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de partir du neurone pour arriver là, et donc on s'est dit, allons plus loin, essayons de voir comment ça fonctionne. Et donc maintenant, on va vous parler d'analogies un peu plus subtiles, des analogies fonctionnelles. Dans les neurosciences, il y a quand même une différence. On vous parle beaucoup de similarité entre les deux domaines, mais il y a quand même une différence fondamentale avec les sciences de l'univers, c'est que les neurosciences sont beaucoup plus jeunes pas que l'univers, mais que les sciences de l'univers. C'est-à-dire que on a commencé à enregistrer l'activité des neurones relativement tard par rapport aux observations astronomiques qui ont été faites déjà il y a plusieurs siècles, etc. La raison pour laquelle il y a eu un retard, enfin c'est pas un retard, mais pourquoi cette science a démarré si tard, c'est qu'en fait techniquement c'était difficile, et il était très difficile d'enregistrer ces signaux parce que ce sont des signaux d'une amplitude très faible, de l'ordre du microvolt parfois, et il fallait développer la technologie pour enregistrer ces signaux de façon
de façon à pouvoir les analyser. Et un des premiers enregistrements humains de l'activité cérébrale est ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire l'enregistrement du potentiel électrique à la surface du scalp. Et la première personne qui a publié les premiers enregistrements d'électroencéphalogramme chez l'homme, c'est Hans Berger, et ça date du siècle passé. C'est-à-dire que ça n'a même pas 100 ans actuellement. La première publication date de 1929. Donc de 2 siècles passés. 1929, donc un Oui. siècle passé. Oui, parce qu'on est au 21e siècle alors. Oui. Non, j'ai dit c'était au siècle passé, mais ça ne fait pas encore 100 ans. Ouais. Et l'observation qui a été faite par Hans Berger à l'époque, c'était que quand le sujet était éveillé, que d'abord cet enregistrement électrique de la surface du scalp reflétait l'état de la personne, et il a découvert au passage que quand la personne ferme les yeux, apparaît une oscillation qu'il a appelée le rythme alpha, et qu'on appelle toujours le rythme alpha actuellement. Et quand la personne a les yeux ouverts et est attentive, il a décrit, et lui et d'autres chercheurs, l'activité comme du bruit. C'est-à-dire que c'était un signal extrêmement compliqué, qui n'avait apparemment pas de composante oscillante, pas comme le rythme alpha. Et dès que la personne fermait les yeux, on voyait l'activité qui changeait et qui se mettait à osciller à une fréquence d'environ 10 Hz, qui est la fréquence du rythme alpha chez l'homme. Cette appellation de bruit, en fait, vient, si on y réfléchit un peu, en fait, c'est un bruit. Le terme bruit est en fait une preuve de notre ignorance. C'est-à-dire qu'on appelle bruit, on pourrait dire c'est un signal qui est trop compliqué et je ne suis pas capable de le comprendre. Donc je l'appelle bruit. Je mets ça dans une catégorie bruit. Et ce n'est que plus tard, en examinant ce bruit, qu'on s'est rendu compte qu'en fait il existait une structure dans ce bruit. Et qu'il existait une certaine cohérence, et que ce bruit pouvait nous donner des informations extrêmement intéressantes sur le cerveau. Et vous allez entendre tout à l'heure qu'il y a une très très jolie analogie avec l'univers sur le bruit cosmique. Et pour illustrer ça, je vais vous faire écouter une musique. Alors comment est-ce que cette musique a été faite? Pourquoi d'ailleurs faire de la musique? Techniquement, on est capable aujourd'hui, et encore depuis relativement récemment, d'enregistrer une centaine, voire un millier de neurones en même temps. Et donc se pose la question, quand on a une telle quantité de données, comment est-ce qu'on représente ces données? Est-ce qu'on les représente sans signaux de neurones sur un oscilloscope? Bonne chance. 1000, c'est juste impossible. Et donc comment est-ce qu'on fait pour voir une structure dans cette activité? Eh bien, il se fait que notre système auditif est entraîné à faire ça. On est tous entraînés à écouter un orchestre, avec parfois 100 instruments, même plus. Et évidemment, on entend la symphonie collective de cet orchestre. Et là, ce que je vous propose, c'est d'écouter la symphonie collective que les neurones nous jouent, en utilisant l'audition pour voir dans l'activité des neurones. Comment est-ce qu'on a fait ça? C'est-à-dire qu'on a utilisé des synthétiseurs, on a pris l'activité des neurones, et chaque fois qu'un neurone émet un potentiel d'action, on a demandé au synthétiseur de jouer un son. Donc ça se fait de façon électronique, évidemment, en faisant de la programmation. Et on obtient comme ça un portrait des différents neurones qu'on peut mettre ensemble, et on peut écouter s'il y a quelque chose ou si on va entendre juste du bruit. Donc je vous propose d'écouter cette musique, et on va donc ça là vous voyez sur cette dia un exemple de quelques neurones qui ont été transformés, je dirais, en musique, et certains neurones ont été choisis parce que certains avaient une rythmicité qui était plus forte que d'autres. Et évidemment, on a choisi ceux-là pour la section rythmique et pour les basses, les batteries, etc. Tandis que ceux qui déchargeaient beaucoup plus rarement, on les a utilisés pour faire la section mélodique. Donc évidemment, c'est une subdivision qui est arbitraire. On l'a choisi pour que l'ensemble ressemble à quelque chose au niveau musical. Et dans la séquence musicale que vous allez entendre, en fait, il y a deux parties. La première partie,
on a respecté strictement le temps entre les neurones, l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que on a joué les neurones tels qu'ils jouaient leur partition, si vous voulez, dans la réalité. Et puis il y aura un petit silence et vous allez entendre une deuxième partie. Et là, on s'est un peu amusé. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours utilisé des séquences qui sont naturelles, mais là, on a choisi dans les différents neurones des moments où ils jouaient un truc qui était sympa, et on en a fait ce qu'on appelle une boucle. Et on a rejoué cette boucle plusieurs fois. Alors évidemment, quand on fait ça, on casse le temps. C'est-à-dire que les neurones jouent toujours leur partition, mais ils ne la jouent pas comme ils la jouaient en même temps dans le cerveau. Donc, et vous allez voir que dans cette deuxième partie, évidemment, ça ressemble plus à la musique qu'on écoute tous les jours. Et donc voilà, écoutez donc la première partie. Donc là, on entend les mélodiques forment les sons aigus. Évidemment. Ok, merci. J'espère que je vous ai convaincu que cette activité n'est pas de bruit et qu'il y a quand même une structure, même si cette structure n'est pas... quand on écoute la première partie, on entend que... il y a quand même une structure rythmique, les neurones sont en même temps, visiblement ils font partie de la même partition. Par contre, c'est complètement apériodique, c'est-à-dire que c'est pas comme la musique actuelle dans la deuxième partie, par exemple, où il y a des répétitions, c'est-à-dire que par exemple il y a un rythme qui se répète tout le temps, par exemple le jeu de basse, le jeu de batterie, etc. Dans les neurones, si on les prend à l'état naturel, ça ne se répète jamais. Ce qui fait d'ailleurs que la musique est intéressante, parce qu'on ne s'en lasse pas quand on la réécoute plusieurs fois, on n'est pas ennuyé. Eh bien, vous allez voir, je vais passer la parole à David, vous allez voir que dans l'univers, l'analyse du bruit a aussi été très très informative sur l'origine de l'univers. Oui, moi je me lasse pas d'écouter cette musique des neurones. Je trouve ça extraordinaire de savoir que même quand on pense qu'il ne faut pas oublier d'éteindre le four, c'est ça qui se joue dans notre cerveau. C'est quand même extraordinaire. Alors j'aimerais bien qu'un jour tu nous fasses écouter la musique qui s'est jouée, si on pouvait reproduire la musique qui s'est jouée dans l'esprit d'Einstein quand il a imaginé la théorie de la relativité. Est-ce qu'on pourrait voir la différence ? En tout cas, ce qui s'est passé à l'échelle de l'univers présente une analogie qui est vraiment troublante avec ce que vient de dire Alain, parce que en 1965, on sait tous que deux astronomes, Arno Penzias et Robert Wilson, travaillaient pour la Société Bell de télécommunications sur une antenne qui était censée entendre de l'émission radio pour faire une communication avec des satellites que eux voulaient utiliser pour observer l'univers dans le domaine radio.
ils ont capté un bruit de fond. C'est-à-dire, ils ont capté un signal qui venait de partout, ils ont éteint l'antenne, ils l'ont démonté, ils ont remarqué qu'il y avait de la fiente de pigeons, qui est un diélectrique qui pourrait éventuellement faire ce signal, ils ont viré le couple de pigeons qui habitait là et qui avait laissé cette petite fiente, ils ont nettoyé tout ça, ils ont tout remonté, le signal était toujours là. C'est le fameux bruit de fond du Big Bang. Alors, ça s'est appelé un bruit parce que, de la même manière que ce que disait Alain avec l'électroencéphalogramme, on a capté de toutes les directions du ciel un signal qui était l'équivalent d'un bruit. Plus récemment, avec des expériences ballons, puis avec le satellite WMAP américain et la mesure ultime avec le satellite Planck européen, ce bruit est devenu musique. C'est-à-dire que dans ce signal-là, on s'est rendu compte que chacune des informations, c'est un signal électromagnétique qui vient de la lumière, mais qui transcrit, qui nous apporte comme information via la lumière, une véritable résonance mécanique de son qui existait dans l'univers 380 000 ans après le Big Bang, des résonances, des harmoniques, avec des fréquences précises qui vont donner naissance aux structures de l'univers, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies, et la partition qu'on peut lire sur ce fond diffus cosmologique de l'univers. Alors, je vais mettre mes lunettes pour voir si... voilà. Je vais montrer ici, dans un premier temps, cette télévision qui vous montre ce qu'on pouvait voir à l'époque où on avait des télévisions à tube cathodique où on recevait une neige blanche et quelques-unes de ces particules ont été émises par des photons qui viennent de ce bruit de fond cosmologique. On ne savait pas que nos télévisions étaient des objets d'astrophysique fantastiques. Et puis maintenant, ce que je vous montre ici, c'est une image qui vous montre 3 fréquences différentes de ce fond diffus cosmologique qui ont été mesurées par 3 satellites différents, COBE, WMAP et Planck, qui sont des fréquences différentes, qui sont toutes ces sonorités, qui vont donner naissance à toutes les structures qui sont équivalents aux notes aiguës et graves d'une musique. Et ces résonances-là sont nées des mouvements de la matière oscillantes, couplés à la lumière, et nous sont arrivés via la lumière parce que lorsque la matière se concentre, elle est plus chaude, lorsqu'elle se dilate, elle est plus froide, et ce qui est plus chaud fait plus de lumière. Il se passe exactement la même chose à la surface du Soleil. Il y a des vibrations qui viennent de l'intérieur, le Soleil est une source de lumière, mais on ne peut pas voir dans le Soleil. Et on perçoit l'intérieur du Soleil en regardant les vibrations à la surface du Soleil, qui vont faire des variations de température, qu'on capte avec nos télescopes, et on peut retranscrire ces vibrations comme une information des mains qui frappe à la surface de la peau d'un tambour qui est la surface du Soleil. Et bien là, c'est la même chose, c'est un autre tambour, une autre peau qui est autour de nous, ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, qui est loin dans le temps, parce que c'est loin dans l'espace. Et cette peau qui nous entoure, l'horizon cosmologique, est analogue à une autre peau, qui est celle du cortex cérébral, sur laquelle se joue la musique des neurones, puisque c'est sur cette surface qui est encodée toute l'information. Il y a une autre analogie, qui est une autre surface, c'est celle de l'univers, et le bruit de fond est devenu musique. Et vous allez voir que quand on va décoder encore plus finement l'information qui se trouve dans cette musique, qui joue la musique, quelle musique est jouée, l'analogie entre le cosmos et le cerveau devient encore plus troublante. Et c'est ce qui va nous être décrit par Alain en comparant ce qui se passe quand quelqu'un est éveillé ou quand quelqu'un dort. Exactement. Et en particulier, ce qu'on appelle, qui est, dans le cerveau, l'activité spontanée. C'est-à-dire le fait que le cerveau est toujours en activité, dans un état, disons, normal. C'est ce que je vais vous illustrer aussi par la musique tout à l'heure. Mais simplement, avant ça, je voudrais dire que là aussi, quand la recherche a commencé, on était parti sur une mauvaise hypothèse. Comme l'hypothèse du bruit, c'était pas vraiment du bruit. On avait une vision du cerveau au début qui était une vision comme si le cerveau ne faisait rien quand il n'y avait rien à faire, en gros. Et l'analogie de ça, c'est que c'est un muscle, par exemple. Si vous regardez le muscle de mon bras, si mon bras ne fait rien, et si j'enregistre l'activité de mon muscle, en gros, je vais voir rien.
hein, le muscle ne fait rien, donc il est au repos. Et si je commence à actionner mon bras ou de prendre quelque chose dont mon muscle fonctionne, le muscle va commencer à avoir une certaine activité, qu'on peut aussi enregistrer au niveau électrique d'ailleurs. On avait un peu une image du cerveau un peu comme ça. Et il se fait que la région du cerveau qui commande les muscles, qui s'appelle le cortex moteur, on avait une idée, par exemple, du cortex moteur, que quand il n'y avait pas de mouvement, eh bien, le cortex moteur était silencieux. Et que les neurones du cortex moteur entraient en action quand le mouvement devait être fait ou être exécuté. Eh bien, quand on a enregistré pour la première fois les neurones du cortex moteur, on a remarqué, chez un animal éveillé, on a remarqué que ce n'était pas du tout le cas. Que les neurones du cortex moteur, même quand il n'y a pas de mouvement, eh ben, ils n'arrêtent pas de décharger. Et c'est même au point que c'est difficile de voir, rien que dans l'activité des neurones, le mouvement. C'est-à-dire que le niveau d'activité spontanée est tellement fort que le mouvement apparaît comme une petite augmentation ou même parfois diminution de cette activité. Et donc évidemment, ça a changé complètement le paradigme. On n'est pas dans un système qui est silencieux et qui attend qu'il y ait un stimulus pour répondre ou qui est silencieux et il s'active au moment où il y a une commande à faire. On a un système qui est tout le temps en activité. Et dans cette activité, il se passe quelque chose qui va commander le mouvement ou qui va faire qu'on va percevoir un stimulus visuel, auditif ou autre. Une des découvertes des chercheurs à ce niveau-là, c'était que cette activité spontanée, elle n'est pas là tout de suite quand on est. Si on examine le cerveau des nouveau-nés, eh bien, en fait, on a un petit peu cette image qu'on avait à tort du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau est beaucoup plus silencieux chez le nouveau-né, et il existe des expériences très très jolies qui ont été faites sur le furet, parce que le furet naît avec un stade de développement qui est assez précoce, et la comparaison entre des jeunes furets et des furets adultes est absolument parlante. On voit que l'activité du furet, dans le système visuel, cette étude a été faite en particulier dans la vision, dans le système visuel, le système est en gros silencieux chez le jeune furet, et quand il y a des entrées visuelles, les neurones se mettent à décharger. Donc on voit très bien les entrées visuelles dans le cortex du jeune. Mais par contre, chez l'adulte, quand on regarde l'activité des mêmes neurones chez la même espèce, on voit que d'abord, il y a ce niveau complètement fou d'activité spontanée, mais quand il y a une entrée visuelle, la même entrée visuelle qui avait été donnée au jeune furet, on voit à peine l'effet de cette entrée visuelle. On va revenir sur ce point. Et là, je voudrais, pour vous montrer le niveau d'activité spontanée, je voudrais vous montrer de façon musicale 3 états cérébraux différents, parce que tout à l'heure, en fait, ce qu'on vous a fait écouter, c'était enregistré pendant l'état d'éveil. Et là, c'est le même genre de traduction, mais vous allez entendre que c'est un petit peu plus jazzy, où on a converti les mêmes neurones de la même façon dans les 3 états cérébraux chez la même personne, pour distinguer entre éveil, rêve et sommeil. Et donc, le rêve, évidemment, c'est du sommeil, mais le sommeil, c'est la partie du sommeil qu'on appelle le sommeil lent, le sommeil à ondes lentes, qui s'appelle aussi le sommeil profond. Donc, on va commencer par l'éveil. Personne qui rêve.
donc là, on entend on entend bien que l'activité pendant le rêve est assez proche de celle de l'éveil. Et vous allez entendre dans la séquence suivante l'activité pendant le sommeil profond de la même personne. Et là, vous allez percevoir une différence. C'est-à-dire que là, vous allez entendre que l'activité est entrecoupée d'interruptions et qui en fait correspondent à la production des ondes lentes du sommeil. Et vous allez entendre que dans ce cas-là, l'activité on peut entendre cette différence grâce au son. Et merci pour les séquences sonores. Donc, vous avez entendu que l'activité chez le sujet qui rêve ou le sujet qui est éveillé est proche. Et en fait, il s'agit de cette activité spontanée, puisque dans ces états-là, le sujet ne recevait pas de stimuli sensoriels de façon active. Et je voudrais parler d'un neurobiologiste qui s'appelle Rodolfo Linas, qui a été un des premiers à analyser finalement cette similitude entre l'éveil et le rêve, basée sur une observation anatomique. C'est que le cortex cérébral, et pas seulement le cortex cérébral, en fait on peut revoir la même chose à peu près partout dans le système nerveux, n'est pas câblé pour recevoir des entrées sensorielles. C'est-à-dire que si on regarde, même dans les zones qui reçoivent des organes des sens, comme par exemple le cortex visuel reçoit l'information visuelle au travers d'une minorité des fibres. Il se fait que ça représente quelques pourcents des fibres qui représentent l'entrée, l'input, si vous voulez, du cortex visuel. Et Linas a été un des premiers à faire le lien entre cette activité spontanée et le fait que la majorité de la connectivité dans le cortex, c'est la connectivité que les neurones s'échangent. Donc c'est comme si le système avait été pré-câblé pour organiser cette récurrence, cette activité spontanée, que les neurones s'envoient l'un l'autre et se parlent dans un langage que, évidemment, on est toujours occupé à essayer de décoder. Et comme dans le furet, cette activité spontanée correspond à la majorité de l'activité du cortex visuel quand il voit, même quand il voit. Et on a calculé que c'était aussi quelques pourcents de l'activité qui était influencée par les organes des sens. Il y avait environ 95% de l'activité des neurones qui sont dû à cette activité spontanée. Et vous allez entendre, je vais passer la parole à David, vous allez entendre que dans l'univers, on a des chiffres qui ressemblent drôlement à ça. Oui, dans l'univers, donc là je vous montre une image qui présente un peu une analogie entre des images du cerveau et de l'univers. C'est deux sphères, en fait, le cortex cérébral et puis l'horizon cosmologique. Il se passe quelque chose d'assez similaire. Donc, quand on essaye de décoder la musique de l'univers, un peu comme quand on a décodé la musique du cerveau. Dans ce que dit Alain, pour une façon avec laquelle je retiens ce que dit Alain, c'est par exemple le fait que quand je regarde cette table, je reçois des stimuli qui viennent de la lumière qui réfléchit sur la table. Je vois un carré, je vois une couleur blanche, je vois des pieds noirs, et je reçois que du noir, du blanc et une forme carrée. Mais qu'est-ce que je déduis de ça ? Je déduis de ça que c'est un objet qui sert de table, que les pieds, de par la manière avec laquelle ils réfléchissent la lumière, de par l'expérience que j'ai, ils sont métalliques, que si je les touchais, ils seraient probablement froids, que cette table, j'ai à peu près une idée du son qu'elle ferait si je tapais dessus, qu'elle me rappelle la table que j'ai utilisée avec mon père quand on a pris un pot l'autre jour, etc. Et en fait, la majorité de l'information que j'ai autour de cette table vient de projections internes de cette activité spontanée, de ce mode par défaut, qui vient de tout ce que j'ai acquis au cours du temps, alors que l'enfant, lui, n'a pas encore. Et seule une toute petite partie de ce qui est, de ce que je perçois, vient de mes sens. Si les extraterrestres
étaient parmi nous, et ils avaient une forme de table, eh bien on serait incapable de les voir. Alors, dire que les extraterrestres sont sous des formes de table dans les salles comme ici, c'est un peu exagéré, mais nous, dans nos images astronomiques du ciel, on réalise souvent des années après qu'il y avait là quelque chose, comme par exemple un fantôme de galaxie, une lentille gravitationnelle, qui était sur l'image, mais qu'on a vu que bien plus tard, une fois qu'on a changé le câblage. Et donc, il y a des découvertes qu'on fait avec des nouveaux télescopes, il y a des découvertes qu'on fait en essayant de voir à quel point notre contexte théorique est le bon ou pas le bon. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, il se trouve que quand on regarde l'univers, quand on essaie de percevoir ce qui fait l'univers, on reçoit de la lumière. Cette lumière présente l'avantage qu'elle est codée. Il y a des absences de lumière, de l'absorption, des excès de lumière, de l'émission, qui sont caractéristiques d'atomes, de molécules, d'ionisation, on perd ou on récupère des électrons, du gaz, des étoiles, qui nous donnent des informations sur l'âge, sur la quantité de poussière, d'éléments lourds qui sont nés, des traces fossiles, etc. Et on décode tout ça, ça devient un poème, ça devient un roman, ça devient l'histoire de l'univers. Et quand on décrit ça, on a même accès à une autre information qui est le mouvement. D'une image, on est capable de faire un film parce que ces codes dans la lumière bougent, changent. Le décalage vers le rouge, par exemple, nous informe qu'un objet s'éloigne de nous. Et avec ça, on est capable de retranscrire tous les mouvements dans l'univers et on se rend compte que l'univers est bougé par une part invisible, qu'on appelle la matière noire, parfois les trous noirs, quand on est au centre d'une galaxie, et puis à très grande échelle, l'énergie noire. Et quand on regarde ces composantes inaccessibles au sens, eh bien, leur contribution à l'univers, c'est 95%. 95% de l'univers et de ce qui fait la structure de l'univers qu'on voit aujourd'hui est inaccessible au sens, d'une manière analogue au fait que 95% de l'activité de mes neurones, lorsque je regarde cette table, vient d'informations autres que les sens. C'est-à-dire que ce que je vois ne représente que 5%. Ce que je vois de l'univers, la matière classique, qu'on appelle la matière baryonique, ne représente que 5% de l'univers. Sauf si je me trompe. Sauf si mon mode par défaut, ma théorie n'est pas la bonne. Pour ça, il faut qu'elle marche partout ou pas, et là, il y a des débats. Et ce qui est intéressant, c'est que cette matière noire, par exemple, elle joue le rôle d'un moule dans lequel va s'écouler la matière, et quand vous tapez dessus, selon qu'elle est plus ou moins grosse, ça fait des résonances. Et c'est ça l'instrument de musique qui a joué la musique de l'univers au moment de la musique dont je parlais, du fond diffus cosmologique. Ce sont ces cavités résonantes, creusées par la matière noire, creusées dans l'espace-temps, qui ont résonné en faisant résonner la matière et qui ont fait ces points chauds et ces points froids, et donc qui sont l'instrument de musique qui a joué la musique qu'on connaît aujourd'hui et qui est devenir le lieu où vont naître toutes les structures de l'univers qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est ça qui fait que quelque part la phrase que disent les neurobiologistes et Rodolphe Linas dont parlait Anna tout à l'heure, qui dit l'éveil est un rêve modulé par les sens. Modulé par les sens, c'est-à-dire que nos sens modulent un peu notre perception. De la même manière, dans l'univers, ce qu'on voit est modulé par la lumière. Tout ce qu'on voit que c'est la lumière, c'est une petite modulation dans un univers qui serait profondément fait de choses qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est une autre analogie qui est intéressante, mais on peut aller encore plus loin. C'est que la structuration de l'univers, au cours du temps, elle s'est faite, Alain disait, un enfant n'a pas encore construit ce mode par défaut, un adulte, quand on regarde son activité cérébrale, elle est très remplie, et lorsqu'il a une activité, on l'aperçoit à peine. Et bien, dans une galaxie, c'est pareil. Au début, quand une galaxie est perçue dans son enfance, dès qu'elle donne naissance à des étoiles, eh bien, on les perçoit, elles vont complètement dominer la lumière de la galaxie parce qu'elle n'a encore rien. Et puis progressivement, elle va saturer, elle va être complètement remplie d'étoiles qui sont nées au cours du temps. Donc son mode par défaut, c'est que la galaxie est remplie d'étoiles qui sont nées il y a bien longtemps. Et donc la lumière de la galaxie nous arrive de ce qui s'est passé dans le passé, et pas du présent. Jusqu'à ce qu'arrive un moment où elle vieillit, où elle épuise ses réserves, et où elle meurt. Et il y a des cimetières de galaxies. Il y en a un qui est à 50 millions d'années-lumière de nous. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que quand on commence à regarder pourquoi les galaxies vivent et pourquoi elles meurent, là, on rentre directement dans les dernières découvertes qu'on a faites sur le cerveau et l'univers. Là, on va vous parler de découvertes récentes sur cette activité des neurones, liée à l'excitation et l'inhibition, et je voudrais vous en parler sur les galaxies pour conclure
ce moment tous ensemble. Les neurones, en fait, ne sont pas tous excitateurs, et on a aussi été on a eu un biais dans la recherche sur l'excitation dans le système nerveux, qui est dû au fait que les connexions excitatrices dans le cerveau, c'est celles qu'on voit le mieux. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle le connectome aujourd'hui, qui forme les connexions à très longue portée entre les différentes aires cérébrales, qui passent par exemple d'un hémisphère à l'autre par le corps calleux, etc., ce sont des connexions effectivement excitatrices. Et c'est elles qui forment la matière blanche dans le cerveau. Et donc c'est normal qu'en physiologie, on se soit concentré d'abord sur cette excitation et qu'on ait raisonné beaucoup en termes d'excitation entre les neurones. Et ce n'est que plus récemment, en fait, qu'on a découvert que l'inhibition, dont on connaissait l'existence depuis longtemps, a des visages qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on pensait. On pensait que l'inhibition avait un rôle secondaire pour contrôler un petit peu l'activité. Et en fait, au plus on mesure l'inhibition, ce qui a été possible techniquement plus récemment, avec différentes avancées technologiques, on est capable aujourd'hui de regarder ce qu'en font les neurones excitateurs et inhibiteurs. Et en fait, la musique que vous avez entendue tout à l'heure, quand je vous ai parlé des neurones qui déchargeaient de façon phasique, ce sont des inhibiteurs. C'était des inhibiteurs. Tout ce qui formait la basse et la rythmique étaient des neurones inhibiteurs, exclusivement. Parce qu'il n'y a que eux qui déchargent de façon relativement rythmique. Hein, donc c'était naturel qu'on choisisse ceux-là. Mais au-delà des aspects mélodie de cette activité, il y a un aspect qui est fondamental, c'est que quand on enregistre un neurone, si on arrive à séparer l'excitation de l'inhibition de tout ce qu'il reçoit des autres neurones du réseau, on voit qu'il y a un équilibre presque parfait entre l'excitation et l'inhibition. Et on a découvert plus récemment qu'en fait, cet équilibre est fondamental dans la façon dont les neurones contrôlent leur décharge. C'est-à-dire que si le neurone reçoit un excès d'excitation, il peut émettre un potentiel d'action, mais il peut aussi émettre un potentiel d'action s'il y a une pause d'inhibition. C'est-à-dire que si vous imaginez qu'il y a un mélange d'excitation et d'inhibition qui maintiennent le neurone à un certain niveau, si la partie inhibition baisse, eh ben, le système va monter et va arriver au point de décharge. Et donc ce mode, ce qui a commandé la décharge, c'est le réseau inhibiteur, ce n'est pas le réseau excitateur. Et donc on a commencé à raisonner plus récemment en termes de réseaux inhibiteurs et excitateurs qui sont tous les deux capables en fait, de moduler la décharge des neurones, et ça a augmenté les capacités évidemment de codage d'informations par exemple. Mais on a découvert aussi que l'inhibition est fondamentale pour organiser toute cette cohérence dans le cerveau, tout ce mode par défaut, toute cette synchronie, le fait que ce n'est pas du bruit. L'inhibition est absolument fondamentale. C'est elle qui organise le fait que différentes aires cérébrales soient synchronisées. Ce n'est pas seulement l'excitation, mais il y a aussi des mécanismes inhibiteurs, notamment dans des régions profondes du cerveau comme le thalamus. Et finalement, on a découvert aussi que l'inhibition, elle est fondamentale dans les pathologies. Et dans certaines pathologies cérébrales, l'inhibition, justement, ce contrôle de l'inhibition en empêchant l'excitation de monter trop, vous imaginez bien que s'il y a un petit problème dans l'inhibition, on va avoir un système qui va tout de suite avoir tendance à exploser et avoir de l'excitation exagérée ou paroxystique, comme on dit. Et par exemple, c'est un des mécanismes de l'épilepsie. Et David va vous expliquer que en fait, il y a des mécanismes similaires dans l'univers et qui tiennent aussi aux recherches récentes qui ont été faites dans son laboratoire. Oui, dans ce que dit Alain, il peut y avoir un emballement de l'excitation dans les neurones, ça peut faire une épilepsie. Dit de manière un peu crue, l'un des plus grands problèmes de la cosmologie et de l'astrophysique d'aujourd'hui que rencontrent les théoriciens lorsqu'ils essayent de faire des simulations à l'ordinateur de l'histoire de l'univers, nous sommes confrontés à une forme de épilepsie cosmique. Alors on appelle ça, le terme plus technique, c'est le problème de l'overcooling. Et pour comprendre ce problème, et comment l'univers a trouvé une parade à cette pathologie, il faut remonter déjà à 1693, lorsque le révérend Bentley, qui enseignait un cours sur la gravitation de Newton
au Trinity College à Cambridge, a envoyé 2 énigmes à Newton. Première énigme, il lui a dit ok, donc la Terre attire la Lune à distance, il n'y a rien entre les deux, c'est Dieu. Donc Newton a dit well, en anglais, bon, c'est vrai qu'il y a un problème. Il n'y a rien entre les deux. Celui qui croit que la Terre peut attirer la Lune à distance sans qu'il y ait rien entre les deux doit avoir perdu la raison. Donc il a cherché une réponse, il n'a pas trouvé, donc il a fini par dire ça doit être le grand horloger, c'est Dieu. Deuxième énigme, si la seule action à distance dans l'univers est une action attractive, tout l'univers devrait s'effondrer dans une masse compacte. Réponse de Newton, well, en anglais, c'était quand même un génie, Newton. Et donc, il dit, si l'univers ne s'effondre pas, c'est que c'est le grand horloger, c'est Dieu. Il est à bout de course. Einstein développe la théorie de la relativité générale, théorie ultra sophistiquée, qui est confrontée au même problème. Elle résout le problème 1. Il n'y a pas d'action à distance, puisque c'est la déformation de l'espace-temps qui fait qu'à l'endroit où est la Lune, l'espace et le temps est différent. Mais l'énigme 2, il ne sait pas la résoudre. C'est un abbé, l'abbé le maître, qui vient le voir et qui lui dit bah, l'univers, il est en effondrement ou en expansion. C'est le Big Bang. Einstein a du mal à accepter ça, mais notre illusion d'un univers statique est fausse, il est en expansion. Donc l'expansion de l'univers s'oppose à l'effondrement lié à la gravité. Et donc, quelque part, on a une solution à l'énigme de Bentley. Mais depuis qu'on a découvert, par l'étude des mouvements dans l'univers, qu'il existait beaucoup plus de gravité que ce qu'on pensait à travers la matière noire, eh bien, quand on met la matière noire dans l'univers, son attraction gravitationnelle est telle que le problème de Bentley revient. L'univers devrait, en quelques centaines de millions d'années, avoir converti toute sa matière classique en étoile. Or, ce n'est pas le cas. Pour solutionner cette pathologie, cette épilepsie cosmique, qui serait un emballement de l'excitation des galaxies, qui ferait des étoiles comme un feu d'artifice, des flambées d'étoiles, et puis hop, plus rien, eh bien, les galaxies dansent. Elles tournent sur elles-mêmes. Elles font des spirales, et la rotation, l'inertie, s'oppose à la gravité. Et si la Voie lactée ne dansait pas, comme un derviche tourneur, toute la matière interstellaire aurait formé des étoiles. La preuve, c'est que si vous allez à 50 millions d'années-lumière d'ici, vous allez voir un cimetière de galaxies qui ne dansent plus, elles sont toutes mortes. Elles ne forment plus d'étoiles. Lorsqu'une galaxie arrête de danser, elles ne forment plus d'étoiles. Lorsque la Voie lactée fusionnera avec les galaxies Andromède, ça va briser la danse des galaxies et elles vont probablement se transformer en une galaxie elliptique qui ne formera plus d'étoiles. Donc ça, c'est la première réponse à grande échelle. Puis à plus petite échelle, il y a ce qu'on appelle le feedback. On a entendu parler de neurofeedback. Ben là, c'est le feedback des étoiles, des trous noirs, qui libèrent de l'énergie et qui va s'opposer à la formation d'étoiles dans les galaxies. Donc en fait, il y a une problématique qui est que l'univers évite cette pathologie. Et il y a un équilibre, une sorte d'homéostasie qui s'est établie. C'est ça une des découvertes qu'on a fait le plus récemment. On s'est rendu compte que on pensait que dans l'univers, il y avait des moments d'excitation des galaxies et puis d'inhibition. Comme disait Alain, les excitations, c'était lorsque des galaxies se croisaient, elles avaient des fusions et des flambées d'étoiles. Et puis on a découvert récemment qu'en réalité, non, il y a un équilibre. En 2 mots, si j'augmente la densité de la matière interstellaire, je vais augmenter la quantité d'étoiles qui vont naître. Il y aura donc parmi elles un certain nombre d'étoiles massives qui vont naître. Il va y en avoir d'autant plus que j'augmente la densité. Ces étoiles massives vont exploser sous la forme de supernovae, qui vont faire des chocs, qui vont diminuer la densité de gaz et qui vont diminuer la formation d'étoiles. Et donc, on va avoir une rétroaction qui fait qu'on augmente la densité, puis une réaction qui diminue la densité. Si je diminue la densité, il y aura moins de formation d'étoiles, moins de supernovae, et donc la gravité va pouvoir agir et de nouveau concentrer la matière. Et en fait, cet équilibre-là, entre ce qui empêche la gravité et la gravité, fait que les galaxies vont avoir un certain équilibre, l'homéostasie, ce qui fait que dans notre corps, on garde la même température constante. Les galaxies ont cet équilibre universel. Donc de la même manière que dans le cerveau, il y a un équilibre qui est fait et qui participe à notre état naturel, de la même manière, dans tout cet ensemble avec ces instruments de musique que sont la matière noire, cette matière qui fait la lumière, des étoiles, etc., se créent des lois d'échelle, une universalité dans les galaxies
mais qui fait intervenir des composantes qu'on ne voit pas, la matière noire, l'énergie noire, qui n'existe peut-être pas, et ces filaments dont je parlais tout à l'heure qui relient les galaxies, dont on pense qu'ils existent, mais dont on n'a pas une preuve directe observationnelle, qui fait qu'aujourd'hui, on se demande avec Alain si on ne pourrait pas encore plus tirer les fils de cette analogie pour se guider un peu dans nos recherches futures, mais ça, c'est pour une autre nuit. Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, tome 4. À quelle heure vous avez votre coucher de soleil par ici? Bon, en général, on arrive à le caser entre le jour et la nuit. Bonsoir à tous, c'est Étienne Ledollet qui reprend l'antenne pour le moment. Nous allons continuer avec donc les dessins qui ont été faits. Nous allons donner la parole à Pacman. Oui, donc j'ai illustré le thème précédent qui était, voilà, c'est des neurones aux étoiles. Donc c'est texto, littéralement, le dessin qui représente, voilà, donc je ne sais quoi dire, c'est très parlant. Voilà, et nous allons avoir le dessin de Guillaume. Oui, ça m'a fait penser un peu au système solaire qui rentrait en fait, le Soleil menait un petit peu la danse comme s'il y avait une interconnexion entre toutes les planètes et voilà, les deux Piaf disent c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ah ouais. Et c'est maintenant Sébastien qui va s'occuper du chat. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment? Alors oui, on a une question de Vagas sans nom qui nous demande la fusion Voie lactée Andromède, c'est pas prévu avant au moins 100 millions d'années? Y a-t-il des astrophysiciens Alors, il est tard. Je n'ai pas calculé ni la vitesse, alors j'ai pas l'ordre de grandeur en tête, mais je crois que c'était un peu plus long que le chiffre que tu évoques, mais j'avoue ne pas être absolument certain. Enfin, c'est simple, elle est à 1 ou 2 milliards d'années-lumière de nous. Andromède? Ouais, elle est pas à cette distance-là? Andromède, c'est 2,5 millions. Millions, pardon. Voilà, donc il est très tard, donc je vais arrêter de dire des bêtises. Alors de ce que je sais, alors je vais peut-être intervenir là, de ce que je sais, la collision entre Andromède et la Voie lactée, elle arrivera dans à peu près 4 milliards d'années, c'est-à-dire avant la fin, avant la mort du Soleil en fait. Donc on aura un beau paysage cosmique avant la mort du Soleil. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que même si on parle de collision de galaxies, il va pas y avoir des planètes qui vont se rentrer dedans, etc. Les distances sont immenses au sein de l'univers, et donc deux galaxies qui rentrent en collision, ça veut pas dire des explosions partout et tout. Non, c'est juste que le ciel changera, mais on s'en rendra a priori pas trop compte, nous humains, si on est encore là. C'est aussi épique que la collision entre deux nuages, ce qui est bon, voilà.